Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marina Dubois, je suis responsable du programme Énergie et Inclusion au GRS. Le GRS, une ONG de solidarité internationale qui œuvre pour la solidarité climatique avec comme levier principal la transition énergétique. Vous êtes aujourd'hui inscrit à l'atelier de restitution d'une étude consacrée aux stratégies d'intervention pour lever les barrières à l'entrepreneuriat des femmes. C'est une étude que nous avons confiée au cabinet Oriade Brech, soutenue par le F3E, par la coopération suédoise et par l'Agence française de coopération. Nous allons être plusieurs intervenants et intervenantes aujourd'hui. Ils et elles se présenteront au moment où je leur donnerai la parole. Il y aura des temps d'échange au fil de la présentation, où vous aurez l'occasion donc de poser vos questions. N'hésitez pas à le faire aussi via le chat, et Anna est chargée de communication au GRS et Paul du F3E elle nous aidera à ne pas manquer votre question. Je remercie encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Je crois que nous sommes pour l'instant en petit comité, nous serons sans doute en petit comité, nous resterons. Je salue notre présidente Marie-Noëlle Ruboulet qui est présente. Je sais que notre ancien directeur général Alain Guimbaud s'est inscrit aussi, je ne sais pas s'il est encore là, je le salue également. Je sais que plusieurs représentants et représentantes de nos partenaires financiers qui donc nous soutiennent, et notamment les projets qui sont discutés aujourd'hui sont là, et je vous remercie également d'être là. Je salue d'autres collègues experts genre qui nous rejoignent aussi. Je les invite à échanger et à partager leurs remarques. Mohamed, je veux bien que tu recoupes ton micro. Voilà, et puis je pense que je peux céder la parole à Paul qui va nous rappeler le contexte de cette étude et se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Paul Delny, je travaille donc au F3E. Donc, quelques mots d'introduction. On va peut-être approfondir davantage le contexte de l'étude et pourquoi cette étude a été lancée par le GRS juste après. Mais du coup, tout d'abord, bienvenue dans cette restitution, dans cet atelier de restitution donc d'une étude du GRS qui a été cofinancée et accompagnée par le F3E réalisé par Oriade Brech. Donc, vous allez aujourd'hui avoir 3 études de cas pour le prix d'une, avec une étude qui s'est centrée sur le Maroc, Myanmar et le Mali, et qui avait l'originalité, on va y revenir également, de partir de l'expérience de 3 terrains différents pour réfléchir à des stratégies d'intervention pour lever les barrières à l'entrepreneuriat des femmes. Il s'agissait à la fois de trouver des solutions adaptées à chaque contexte, mais également d'en tirer des leçons transverses pour venir nourrir la réflexion du GRS sur la dimension genre. Donc, je ne veux pas vous spoiler d'entrée, tout ça va être présenté un petit peu plus loin. Moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'était vous dire un mot de ce qu'est le F3E, qui donc a cofinancé, accompagné cette étude. Le F3E, c'est un réseau d'ONG, d'associations, de collectivités territoriales et d'autres, qui est dédié à l'amélioration de la qualité des projets de solidarité internationale. Alors, le F3E met en place des formations, des communautés de pratique qui sont des instances d'échange entre professionnels ou entre bénévoles d'ailleurs de ce champ de la solidarité internationale, mais également des programmes d'expérimentation méthodologique. Vous dire également qu'un de nos dispositifs phares qui explique notre présence aujourd'hui, c'est le cofinancement et l'accompagnement d'études. Des études qui peuvent être de tout type. Je pourrais vous mettre dans le chat après quelques liens si vous voulez en savoir plus, mais qui vont d'études d'impact ou d'évaluation finale de projet par des études de préfiguration ou, comme dans le cas présent, d'appui à la planification participative. On va revenir sur cette dimension d'appui à la planification non participative, donc je ne détaille pas pour le moment. Donc, tout un panel d'études qui peuvent être donc accompagnées et cofinancées par le F3E, et puis vous dire qu'il va y avoir une actualité assez brûlante sur ce point-là, puisque chaque année, le F3
F3E lance un appel à manifestation d'intérêt pour ce fameux accompagnement et cofinancement d'études. Celui-ci sera lancé d'ici une quinzaine de jours, d'ici mi-octobre. Alors, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert aux membres du F3E, sachant qu'il est toujours possible d'adhérer en parallèle au F3E d'ici début décembre. Et cet appel à manifestation d'intérêt sera ouvert jusqu'au 25 novembre, avec une instruction des réponses à l'horizon de la mi-décembre, pour un retour vers celles et ceux qui souhaiteraient cofinancer ces études d'ici Noël ou début janvier. Je le mentionne également, puisque Marina le notait, on a plusieurs personnes qui sont en charge des thématiques de genre au sein de leur structure, avec notamment parmi les critères d'obtention d'un cofinancement, un point d'attention particulier sur l'intégration d'une dimension genre à la réalisation de ces études, en plus de critères autres, comme l'équité entre les membres du F3E pour l'accès à ces cofinancements. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà, si ça vous intéresse et si vous vous disiez que ça pourrait être un levier intéressant pour votre structure, vous référez aux éléments de l'AMI de l'année précédente, dont je donnerai également le lien sur le chat, pour voir un petit peu. Il y aura quelques évolutions en 2022, mais pour voir un petit peu la logique. En tout cas, voilà, ça peut peut-être pour certaines représenter une opportunité. Et donc, on se tient bien évidemment, le F3E et Lilian Pioche plus précisément, qui est coordinateur des études, à votre disposition pour échanger sur ce point. Voilà pour cette petite virgule promotionnelle et de présentation de ce qu'est le F3E et de ses dispositifs d'études. Je m'en vais peut-être céder la parole à Marina qui va assurer la transition. Voilà, j'arrivais pas à remettre mon micro. Effectivement, donc je poursuis. L'agenda, donc Paul en a parlé rapidement. On va d'abord vous expliquer un peu plus le contexte, les enjeux de l'étude. Marion nous présentera les méthodes et ses limites. Les grands résultats, ce qu'on a trouvé qui empêchait l'entrepreneuriat des femmes, les recommandations pour nos plans d'action dans les pays concernés, et puis les recommandations pour la démarche inclusive du GRS. Donc moi, je vais juste vous parler un tout petit peu du contexte du genre au GRS, et spécifiquement dans le cadre de cette étude. Au GRS, on a entamé une démarche de co-construction de la stratégie genre avec les équipes pour vraiment permettre une appropriation des enjeux et une construction de plans d'action qui sont adaptés aux réalités du terrain. Dans le cadre du programme de développement économique, on sait que l'autonomisation des femmes est un levier d'empowerment. Donc, on a choisi de nous concentrer sur ce levier-là pour essayer de réduire les inégalités auxquelles les femmes font face sur nos terrains d'intervention. Et donc, on a confié à Auréade Brèche la mission donc, de nous aider à affiner nos nulettes genre dans 3 pays. On avait commencé, on voulait les faire de plus en plus précises. Nous avons demandé également de nous aider et aider les équipes terrain à chausser ces lunettes genre pour pouvoir élaborer des plans d'action genre par pays et de tirer des leçons pour opérationnaliser des actions qui se révéleront comme pertinentes pour nos projets de développement économique. Et enfin, comme le disait Paul, s'inspirer de ces études de cas pour continuer à consolider notre plan d'action genre au niveau du GRS plus globalement. Donc, je vais donner la parole à Romain Cress, qui est responsable du programme de développement économique qui soutient les 3 projets des 3 pays concernés, et il va vous en dire un petit peu plus. Romain. Merci Marina. Alors, je vais essayer d'être court parce que l'objet, je crois que le sujet central, c'est effectivement l'approche genre et l'entrepreneuriat. Effectivement, au GRS, depuis quelques années,
nous avons la chance d'avoir un programme qui a été baptisé EcoDev, ce qui permet de comprendre un peu rapidement son thème central. Et c'est un programme multi-pays et transversal. L'AFD offre cette possibilité d'avoir des conventions de programmes multi-pays qui réunissent en fait différentes interventions qui vont avoir un thème commun et des axes d'intervention et d'approche communes. Dans notre cas, aujourd'hui, EcoDev, qui est à sa 3e phase, donc la 7e année, on attaque la 7e année de ce programme, on a le Maroc qui est présent avec un projet sur des fours à gaz à haute performance énergétique. On a le Mali qui est présent avec un accès à l'énergie en milieu rural, particulièrement pour les usages productifs à travers ces fameuses zones d'activité électrifiées. On a le Myanmar où on est sur un projet d'accès à l'énergie et à l'efficacité énergétique pour des populations rurales, notamment pour des fonctions de cuisson ou d'éclairage. Et puis, on a 2 pays d'Asie centrale, le Tadjikistan et la Mongolie, où là, les projets sont axés sur l'efficacité énergétique dans l'habitat domestique. Donc, soit construction de maisons économes, soit rénovation énergétique de maisons. Donc, on a un thème commun qui est le développement économique, c'est-à-dire une approche basée sur le marché pour finalement disséminer des solutions, ce qu'on appelle les solutions énergétiques durables. Mais vous voyez bien que ces solutions ne sont pas du tout les mêmes selon les pays. Vous voyez bien la diversité en fait, de ces pays, de ces contextes. On est sur des milliers de kilomètres d'écart géographiquement, mais aussi bien sûr culturellement. On n'est pas sur les mêmes filières. Donc, on a en fait un intérêt à travailler tous ensemble, mais on a aussi un intérêt à être effectivement très spécifique sur notre analyse des situations par contexte, par filière, par marché. Au sein d'EcoDev, comme bien sûr au sein de tous les autres projets, programmes du GRS, il y a cette volonté, cette stratégie d'être inclusif, bien sûr. Et au-delà de la volonté et du mandat que le GRS se donne, je dirais qu'il y a une logique d'être inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait Marina, avoir une approche genre s'intéresser à la manière de lever les barrières à l'entrepreneuriat pour les femmes, c'est à la fois un mandat social, un mandat, je dirais, humain qu'on se fixe, mais c'est aussi en fait un formidable levier pour réussir l'objectif de dissémination. Et on s'en rend compte en fait tous les jours, puisque les femmes jouent un rôle décisif dans un certain nombre de fonctions de décision. Et le fait de les inclure le plus possible concourt clairement à obtenir des succès de nos programmes dans cette volonté de disséminer. Petit point pour ne pas être trop long. Dans le cadre de ce programme, on a l'opportunité justement de travailler sur des sujets, des démarches nouvelles. Je remercie le F3E, Auréa de Brèche et vraiment toutes nos équipes au GRS qui ont travaillé sur cette étude genre parce que je sais que ça va contribuer à clairement améliorer certaines actions, à mettre en place d'autres actions. On a eu par le passé la chance de travailler par exemple sur ce qu'on appelle l'Energy Delivery Model, qui était un outil pour construire de manière plus inclusive un projet de terrain de coopération. On a mené récemment une étude sur les labels de qualité pour voir si ça pouvait être un axe de travail très intéressant pour nous, etc. etc. Cette étude rentre dans cette logique qui est pour le GRS de pouvoir s'intéresser à un certain nombre de sujets qui sont difficiles à traiter dans le flux classique des activités projets et de le faire de manière transversale en comparant donc les situations. Et donc, c'est une opportunité vraiment intéressante et je remercie tous ceux qui permettent de la saisir et de l'exploiter à court et moyen terme.
Merci Romain pour cette introduction. On t'entendra à nouveau tout à l'heure pour nous parler du Myanmar, puisque donc cette restitution est francophone et notre consultante au Myanmar est anglophone et nos équipes du Myanmar sont uniquement anglophones aussi. Donc Romain va reprendre la parole pour représenter le Myanmar tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous laissez la parole donc à Marion Doré-Brèche, Marion Pinatel, pour présenter la méthode et les limites de l'étude. Bonjour, merci Marina de me laisser la parole. Donc, je suis effectivement Marion Pinatel, chargée d'études, chef de projet au niveau de la société Doré-Brèche qui réalise des études en développement et environnement. Donc, pour cette étude, j'ai travaillé avec 3 autres consultantes, des consultantes qui dans chacun des pays. Donc, Neil Arwin au niveau du Myanmar, Julie Robin est assistée de Fatoumata Garé Kamal pour le Mali et puis Fatima Zaïd au Maroc. Donc, on a constitué cette équipe de 4 personnes, moi assurant la coordination et le travail de synthèse final. Et c'est consultante de chacun des pays, ce qui nous a permis d'avoir des visions locales et un travail plus de terrain sur le déroulement de l'étude. Donc, pour la mise en œuvre de l'étude et la collecte de données, on a suivi les consignes données par le GRES qui était de vouloir mettre en place une enquête à dimension formative, c'est-à-dire qui se basait sur les équipes GRES. Et cette méthode s'est avérée très intéressante et a été appréciée en fait, par les consultants. Donc, on a, pour les premiers questionnaires de collecte de données quantitatives, on avait mis en place un travail d'aller-retour avec l'équipe sur ces questionnaires. Donc, bien sûr, au début, un travail de bibliographie pour avoir une connaissance de la situation de l'entrepreneuriat des femmes dans chacun des pays, qui nous a permis de faire une première proposition de questionnaire. Ce questionnaire a été présenté aux équipes lors de sessions d'une journée ou de 3 journées au Mali. Mali était renforcé par une période de formation plus spécifique vraiment sur les approches genre, et puis dans les 2 autres pays avec une discussion autour du questionnaire et sur la manière dont on pouvait collecter ces données qui allaient nous renseigner sur la situation des femmes et de l'entrepreneuriat. Ça a abouti à un questionnaire consolidé qui a été ensuite testé par 2-3 jours d'enquête sur le site avec encore un aller-retour. Puis des enquêtes ont été menées. Donc cette enquête, oui c'est bon, Marina, tu pouvais passer à la suivante. Donc ces enquêtes quantitatives qui ont été menées par les équipes GRES avec un encadrement à distance des consultantes qui faisaient des allers-retours WhatsApp, téléphone, autres. Donc, ce premier questionnaire, cette première partie, en fait, la méthode, du coup, s'est déroulée en 4 temps, avec donc, cette première partie d'enquête quantitative, où là, des données de base ont été collectées sur le public concerné dans chacun des pays, donc autour des activités et des questions qui concernaient leur activité, leur situation sociale, leur entourage, leur disponibilité, l'utilisation des ressources financières, différentes aussi questions autour de leur motivation, de leurs difficultés, des choses plus subjectives, mais qui étaient tout de même sous forme d'un questionnaire assez classique. Donc, au Mali, 47 femmes ont été interrogées. Au Myanmar, 18 femmes qui ont été, en fait, là, on s'est focalisé sur le réseau déjà existant de femmes distributrices des produits économes en énergie promus par le GRES. Et au Maroc, on a fait une étude un peu plus comparative avec 27 femmes interrogées et 13 hommes qui étaient des professionnels de la petite boulangerie qui étaient la cible visée pour le Maroc. Donc, une des cibles sur lesquelles travaille énormément le GRES actuellement, donc la petite boulangerie avec l'utilisation de four. Ensuite, dans un deuxième temps, ou enfin en parallèle, en fait, ce n'était pas vraiment chronologique, il y a eu aussi des focus group qui ont été menés, notamment au Mali, avec des
des discussions entre femmes et également au Maroc. Enfin, on a fait des petits regroupements pour pouvoir re-aborder des questions qui étaient sorties du questionnaire qualitatif et là, rediscuter un peu plus des barrières, un peu plus en profondeur avec cette notion de focus group. Et en parallèle, des interviews bilatérales avaient été menées bien sûr avec l'équipe GRS pour bien comprendre les méthodes de travail au niveau avec ces femmes qui sont soutenues par le GRS actuellement, et puis aussi avec des autres acteurs ressources tels que les ONG, les autorités locales ou les organismes publics. Voilà. Donc ensuite, une fois que l'ensemble de cette étude, de ces données ont été collectées, donc à la fois via ces questionnaires et ces différentes interviews et focus group, les consultants dans chacun des pays, avec un travail entre nous, on a élaboré des propositions d'action pour répondre aux barrières qui avaient été identifiées, mais en s'appuyant aussi également sur les opportunités, c'est-à-dire les choses positives et les points forts que les femmes pouvaient identifier comme facteurs de succès ou des choses sur lesquelles elles voulaient vraiment poursuivre leur action. Donc, sur la base de cette analyse, des propositions d'action ont été faites et une première session d'atelier de co-construction a été menée cette fois-ci, dans un premier temps, avec les femmes qui étaient ciblées dans chacun des pays. Donc, au Myanmar, avec les femmes distributrices du GRS, au Mali, avec les femmes entrepreneurs qui étaient installées dans les ZAE ou en dehors des ZAE, mais qui pouvaient potentiellement aller faire ces zones d'activité électrifiées du Mali, et puis au Maroc avec les femmes boulangères. Et donc, ces ateliers ont permis en fait de pouvoir tester auprès d'elles, enfin de discuter sur déjà la pertinence, l'intérêt qu'elles pouvaient avoir sur ces propositions d'action, la faisabilité, et aussi discuter avec elles des possibilités opérationnelles de mise en œuvre, ce qui leur paraissait possible. Et dans un deuxième temps, ces mesures qui avaient été donc affinées ont été à nouveau discutées avec… Évidemment, les équipes GRS ont participé à ces ateliers aussi avec les femmes, mais là, dans un deuxième temps, un atelier plus de planification stratégique a été mené avec les équipes au niveau de chaque pays pour pouvoir vérifier la faisabilité de ces actions, leur cohérence avec les programmes en cours et les calendriers d'action. Et donc, de ces premiers ateliers, on a pu ressortir des actions prioritaires qui semblaient aussi possibles de mettre en œuvre par rapport au temps du programme actuel au GRS, et celles qui pouvaient être mises maintenant en œuvre, celles qui seront reportées dans des phases ultérieures des différents programmes. Voilà, donc après sur les limites, alors là, j'ai essentiellement donné les limites qui ont pu un peu entraver notre collecte des données, c'est-à-dire évidemment pour toute personne qui mène des études ou quelque travail que ce soit à l'international, les problèmes liés à la pandémie et qui donc du coup nous ont limité des fois dans la collecte de données ou dans l'organisation d'ateliers ou en tout cas le déplacement des consultants. Ce qui a entraîné évidemment aussi des situations économiques modifiées, perturbées dans chacun des pays, avec une moindre mobilité des entrepreneurs et de leurs clients, donc des données en termes chiffrés sur l'état de santé de leur entreprise pouvaient être biaisées pour cette période-là. Ensuite, bien sûr, il y a eu le coup d'État au Myanmar au début de cette année, et puis des situations sécuritaires qui se sont dégradées au Mali, donc qui ont aussi entravé le déplacement de notre consultante. Mais voilà, grâce en fait à la mobilisation du GRS et des solutions ont pu être trouvées à chaque fois pour pouvoir quand même poursuivre cette étude. Et vraiment, je remercie la forte implication de chaque équipe pays qui a vraiment joué le jeu dans cette collecte de données et de mise en œuvre de l'étude.
Merci Marion. Avant de passer aux résultats de cette étude, est-ce qu'il y a des questions des participants qui sont remontés via le chat? Non, pas de questions. Est-ce que quelqu'un lève la main? Je ne crois pas. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Je vois une main levée, Marie-Noël, qui a enlevé sa main, donc je ne sais pas. Marie-Noël, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Sinon, on passe à la suite de la présentation. Oui. Non, désolée Marina, c'était un essai malheureux. Ah, c'est un essai que j'ai vu tout de suite. Ok, très bien. Bon, à tout à l'heure alors. Allez, on continue puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, Marion, à toi au départ, à toi pour ces barrières. Ouais. Alors, comme je viens de vous expliquer dans la méthode, donc on a collecté beaucoup de données qui permettent en fait de mieux comprendre, en tout cas de poursuivre la caractérisation de l'entrepreneuriat, enfin du type d'entreprise des femmes ciblées par cette étude, bien sûr, c'est quand même bien spécifique. Donc là, on a fait le choix de ne pas vous présenter tout le détail des résultats par pays et des données quantitatives, mais bien de se concentrer sur les barrières qui étaient communes aux différents pays, en tout cas assez généralisées, et la manière ensuite dont on les a adressées dans les plans d'action. Donc, sur ces barrières, une des barrières qui est, je ne sais pas une découverte, mais enfin voilà, qui est généralement partagée dans chacun des pays, c'est l'isolement des femmes et qui, dans leur activité, qui est et qui est des fois renforcé aussi, enfin pas renforcé, mais que le développement d'une activité économique n'est pas nécessairement un nouvel accès vers l'extérieur, parce qu'on a vu que plusieurs femmes favorisent en fait des activités qu'elles peuvent démarrer depuis leur domicile. Et donc, ça n'implique pas de pouvoir rencontrer d'autres femmes entrepreneurs. Elles sont souvent isolées, mènent leur action dans leur… alors ça, ce n'est pas généralisable à tous les publics du GRS, par exemple au Myanmar. Comme c'est un réseau de femmes, elles sont déjà quand même en contact entre elles. Par contre, au Maroc, les femmes boulangères, voilà, il n'y a pas d'échange nécessairement entre femmes partageant la même expérience. Ça, c'est assez général. Elles sont assez isolées des acteurs de l'entrepreneuriat et des organes de décision. Et elles ont peu d'informations sur les appuis qu'on peut trouver au niveau national ou les différents programmes qui pourraient exister, parce qu'elles ne sont pas dans les réseaux de diffusion de ce type d'informations. Et puis, elles peuvent aussi être assez isolées du marché, enfin avoir pas une très bonne connaissance des opportunités possibles. On peut voir par exemple au Mali que le GRS se trouve confronté avec souvent des propositions similaires d'activités entrepreneuriales de femmes qui voudraient développer une action et s'inscrire dans une des ZAE, mais ils ont beaucoup de projets similaires parce qu'il y a cette faible connaissance des possibilités, et donc les femmes ont tendance à créer leur activité par opportunité, c'est-à-dire parce qu'elles savent faire. Au Maroc, on a beaucoup de femmes ont créé leur boulangerie parce qu'elles savaient faire du pain, et donc elles font du pain. Donc ça, c'est une des premières barrières. Une deuxième barrière qui est assez généralisée, c'est la mobilité, qui peut donc entraver l'accès au marché, l'accès à une clientèle. Alors, plusieurs raisons ont été évoquées lors des entretiens. Et évidemment, elles ne s'appliquent pas à toutes et ni de la même manière selon les pays, et à l'intérieur même d'un pays. On a évidemment toutes sortes de situations de femmes, mais cette mobilité, elle peut être entravée du fait des activités domestiques à assurer, un temps disponible assez faible pour pouvoir se déplacer, et la nécessité d'être présent pour les enfants, pour la préparation des repas, etc.
une mobilité aussi intériorisée, c'est-à-dire dû au contrôle social traditionnel, c'est mal vu dans certains. Par exemple, au Mali, ça peut être mal vu de se déplacer sur des longues distances seule, mais ça, c'est pareil, ça dépend d'une femme à l'autre de la situation dans laquelle elle est. Des problèmes d'insécurité réels ou ressentis, hein, ça s'est apparu assez fort au Myanmar, où les femmes distributrices sont censées aller se déplacer vers d'autres villages et elles ne se sentent pas nécessairement en sécurité pour le faire, et un manque de moyens de transport, ça a été donc assez souligné à la fois au Myanmar et au Mali. Et puis, un des troisièmes grands groupes de barrières, c'est le faible accès aux ressources. Alors ça, c'est pareil, ce n'est pas une nouveauté. C'est partagé dans toutes ces études, mais ça reste un sujet qu'il faut vraiment prendre en compte et adresser dans les projets, c'est-à-dire avec dans l'enquête a bien mis en évidence par rapport aux réponses aux questions que la plupart des femmes avaient, même la totalité, démarré avec un capital qui était issu de leur propre épargne ou de prêts familiaux, pas jamais d'accès à des sources de financement externes, et leur épargne est assez faible d'une manière générale par rapport aux montants qui auraient pu être collectés par des hommes qui ont déjà eu une activité professionnelle et pu faire quelques économies. Par exemple, dans la boulangerie au Maroc, ça a été assez bien souligné, c'est-à-dire que les femmes démarrent avec un beaucoup plus petit capital au départ, donc avec des difficultés d'accès au financement extérieur, aux prêts et aux équipements aussi. Alors ça a été mis en évidence aussi au Mali avec une impossibilité d'accès à des équipements qui peuvent être partagés, mis en collectif au niveau de la communauté, mais auxquels les femmes, elles, n'ont pas accès. Et puis, étant donné ce faible capital de base, elles ne répondent souvent pas aux critères qui permettent de bénéficier des appuis de sources de financement. Merci Marion. Avant de passer au plan d'action proposé donc, par pays pour lever ces barrières, est-ce qu'il y a des besoins de clarification, des réactions de nos participants? Oui. Alors, Anna a une question. Enfin, faire remonter une question. Quand Marion vous parlait de difficultés d'accès au financement et aux prêts, est-ce que ça veut dire que ce sont les banques qui vont moins faire confiance aux femmes de manière générale pour monter des projets, ou est-ce que c'est vraiment le package parce qu'elles ont un faible accès aussi, elles ont une faible épargne, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment une indication par rapport à le fait qu'elle soit une femme et que c'est entre guillemets c'est un peu plus risqué entre guillemets à leurs yeux, quoi? Alors nous, on n'a pas été interroger les organismes de financement pour comprendre pourquoi ils n'accordent pas aux femmes. Ce que disent les femmes, c'est que déjà d'une part, elles vont même pas oser le demander parce qu'elles n'ont soit pas la connaissance des réseaux, enfin à qui elles peuvent s'adresser, de ce qui existe comme possibilité. Et quand elles ont demandé, c'est le cas pour certaines femmes, elles ont essuyé des refus sans l'explication, elles ne l'ont pas nécessairement. Donc, il y a à la fois un manque de connaissance des possibilités, à la fois un faible, donc qui limite l'accès, et à la fois une incapacité à pouvoir obtenir une réponse positive qui peut être liée au faible capital, effectivement, qu'elles peuvent mettre sur la table, et puis avec
des objectifs aussi de développement qui peuvent ne pas correspondre à ce qui est attendu par un organisme. Les entreprises des femmes, en fait, les sociétés qu'on a pu, enfin, l'activité qu'elles développent est souvent beaucoup plus minime. Elles ont des objectifs moins ambitieux et elles se satisfont souvent de revenus plus limités que ce que peuvent viser les hommes. Ça à prendre avec, enfin, aussi à contrecarrer avec d'autres résultats de notre enquête qui disent bien que les femmes sont quand même très enthousiastes sur le développement de leur activité et ont envie de poursuivre et de la développer. Mais on est sur des chiffres d'affaires initiaux qui sont plus bas et ça peut être aussi une explication. Merci. Mohamed, je pense que tu veux apporter une clarification supplémentaire à cette situation, c'est bien ça? Oui, merci Alors, Marina. on t'écoute. Tout à fait, merci beaucoup. Je pense que par rapport à l'accès au financement et aux équipements, c'est vraiment à nuancer parce que l'enquête au Mali a porté sur des cibles différentes. On a enquêté des femmes qui sont installées au niveau des ZAI et celles qui sont en dehors des ZAI. La question liée aux difficultés d'accès au financement concerne beaucoup plus les femmes hors ZAI aujourd'hui. Aussi aux équipements de production, que ce soit dans le domaine agricole ou dans les autres domaines de développement économique, parce qu'il y avait des questions qui concernaient aussi, lors des focus group, des activités liées à la production agricole, aux autres activités économiques, en dehors des activités que nous rencontrons avec les TPE, les très petites entreprises. Je pense que la nuance, c'est à ce niveau-là. Sinon, aujourd'hui, avec les TP qui sont installés dans les ZAI, on a des dispositifs qui permettent aux femmes d'avoir accès au financement, d'avoir accès aux équipements. Et ça, je pense que la question, le problème à ce niveau ne se pose pas. Mais comme c'est des cibles différentes, naturellement, il y a des femmes entrepreneurs hors ZAI qui sont là, qui rencontrent ces problèmes-là, qui rencontrent ces difficultés-là. Je pense que c'est important de faire un peu la différence. Merci. Merci Mohamed pour cette clarification. Effectivement, c'est un sujet sur lequel l'accès au financement, sur lequel le programme EcoDev travaille depuis un certain temps, n'est-ce pas Romain? Romain, à moins que tu veuilles apporter une clarification supplémentaire, ou Virginie aussi qui travaille bien le sujet, oui? Je te vois enlever ton micro. Oui, peut-être pour compléter la réponse à Alice, effectivement, l'accès au crédit pour les femmes est entravé par leur capacité, on le sait, entrepreneurs du monde le sait bien, par leur capacité à apporter notamment des garanties, des contreparties, puisqu'elles sont moins souvent que les hommes propriétaires de certains actifs qui peuvent venir en garantie. Souvent, on est sur des activités, là, on parle d'activités qui sont en démarrage. Donc, obtenir un crédit pour une activité qui n'existe pas encore, c'est aussi difficile. Donc, on a essayé effectivement de mettre en place ce qu'on a appelé un fonds de facilitation, c'est-à-dire un mécanisme qui permet à ceux qui n'ont pas assez de garantie d'avoir une garantie apportée par le projet qui n'est pas connue de l'emprunteur. C'est-à-dire qu'on travaille avec des institutions de microfinance à qui on dit, si vous faites crédit à cette coopérative de femmes, nous, on vous couvrira pour une part. On prendra une part du risque si jamais ça ne se passe pas bien. Les femmes ne le savent pas pour éviter de les déresponsabiliser, mais au final, je crois que la grande majorité des femmes, des groupements de femmes qui ont sollicité des crédits pour venir s'installer sur les zones d'activité électrifiées, les ont obtenus. Je ne dis pas que ça a été facile à chaque fois, et il y a eu des allers-retours, ça a pris du temps des fois, mais elles ont fini par l'obtenir. Et donc, cette barrière, quand il y a ce dispositif, est en partie enlevée et on continue à essayer d'améliorer encore
la manière dont j'allais dire fine-tune, le mot me vient en anglais, mais dont on articule ce mécanisme avec les femmes sur le terrain et avec les institutions de microfinance. Merci beaucoup, Romain. Je vérifie les mains levées rapidement, sinon on va pouvoir continuer. Vous aurez l'occasion de poser d'autres questions à la fin de cette présentation. Donc, passons au levier, passons au plan d'action pour contourner ou lever les barrières à l'entrepreneuriat des femmes qui ont été identifiées. Donc, Marion va prendre la parole dans un premier temps et après, on écoutera plusieurs intervenantes puisque donc, le GRES a commencé à lever les barrières. Donc, on entendra les collègues du GRES et puis on entendra aussi les consultantes qui ont été impliquées dans chacun des pays. Ok. Donc, sur ces... Donc, les plans, les actions, les mesures qui ont été proposées, discutées avec les équipes, enfin les femmes puis les équipes, ont ensuite été organisées en plan d'action. L'idée étant d'avoir une approche cohérente et structurée par rapport à l'approche, au projet et au programme qui étaient déjà en cours dans les pays. L'idée étant bien de ne pas avoir un plan d'action genre qui aurait été à côté comme quelque chose de spécifique à mener, mais bien de s'intégrer aux actions en cours, de prendre en compte ce qui est déjà mis en œuvre. Ce n'était pas non plus l'idée de faire table rase, enfin ça n'a pas d'intérêt. Effectivement, comme le disait Romain, des choses sont déjà mises en place pour adresser certaines barrières qui ne sont pas nouvelles, hein, ce n'est pas des grandes découvertes. Bon, il y a des choses qui sont connues. Et donc, c'était bien l'idée de proposer des plans d'action qui intègrent à la fois ce qui est déjà fait par le GRS, qui est amorcé, et puis avec des propositions nouvelles pour adresser des choses peut-être plus fines qui ont pu être vues au cours de l'étude. Donc, chacun des plans d'action, en fait, a été structuré de la même manière, avec cet objectif général qui est de lever les barrières à l'entrepreneuriat des femmes, et puis 3 objectifs spécifiques, l'un étant de favoriser l'inclusion des femmes dans les activités du GRS, donc voir comment dans les méthodes de travail du GRS on peut prendre en compte encore mieux les spécificités des femmes, notamment lors de l'identification des bénéficiaires et ensuite des équipes, la façon dont travaillent les équipes. Ensuite, avec des actions plus spécifiques pour faciliter l'accès des femmes à la création de leur activité. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière supplémentaire pour pouvoir faciliter l'accès des femmes à l'entrepreneuriat. Et puis, un autre bloc d'action qui était sur favoriser la pérennisation des actions. Comment on continue à les accompagner une fois que l'action est créée, l'activité est créée. Donc, pour chacun des plans d'action, je vais laisser ensuite la parole aux autres. On ne va pas présenter la totalité des plans d'action. On a fait le choix de présenter 3 grandes actions par pays. Et puis, pour chacune de ces grandes actions, les activités qui sont prévues à l'intérieur seront présentées à la fois par les équipes du GRS pour les actions qui sont déjà en cours, pour mettre en évidence ce qui est déjà fait. Donc, il y a des petits codes couleurs, ce sont les actions qui sont en vert. Il y a des actions qui seront qui sont des actions à renforcer en orange et puis les actions nouvelles en violet. Donc, voilà, on commence par le Mali. Merci Marion. Donc, Mohamed Sissoko, je te laisse la parole pour parler du Mali. Qu'est-ce que vous avez déjà en marche au Mali? Je te propose aussi de te présenter en indiquant ton poste. Merci. OK, merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Mohamed Sissoko, coordinateur d'activité au GRS, sur le projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous. Je suis basé à Koutiala, au sud du Mali.
Je suis là depuis 2019 avec GRS. Voilà brièvement qui je suis. Parlant un peu du plan, avant d'arriver au plan d'action, je signale aussi que j'ai participé à cette étude-là, de la planification à la collecte jusqu'au rapportage. J'ai été associé aux différentes étapes de cette étude au Mali. Par rapport déjà aux actions qui sont déjà en cours, l'alphabétisation, je commence par l'alphabétisation standard et fonctionnelle. Ça, c'est en cours. Hein, on a commencé avec 3 EDAI, mais ça concerne pratiquement toutes les TP qui sont installées aujourd'hui au niveau des EDAI, les femmes aussi, les hommes. Suivi renforcé à la carte. Je n'ai pas bien saisi cela. Si après, je peux avoir des informations précises. Mais par rapport à l'alphabétisation standard et fonctionnelle, il faut savoir que c'est fait, mais ça continue en fait. Ça continue, pourquoi? Parce qu'on a des EDAI qui sont en cours de réalisation. Et on veut un peu standardiser cette activité-là, cet accompagnement-là, parce qu'on travaille avec des TP qui, pour la majorité, sont analphabètes. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de pouvoir accompagner les TP si ils ne sont pas alphabétisés. Donc, compte tenu de cette contrainte-là, la tendance est vraiment de standardiser cet accompagnement qui consistera à faire une alphabétisation auprès des TPE. La formation à la gouvernance associative pour les groupements, ça aussi, nous sommes là-dessus, même si il y a encore des choses à faire parce que les groupements des femmes que nous sommes en train d'accompagner ne sont pas tous renforcés. Il faut continuer à accompagner encore ces groupements-là qui doivent être de plus en plus structurés, de plus en plus organisés parce que c'est un défi aujourd'hui au niveau de ces groupements-là. Voilà, essentiellement, c'est des groupements qui sont dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dans le domaine de la congélation, la production des jus locaux, entendez par là. C'est essentiellement, là où nous sommes, c'est essentiellement des groupements qui sont dans ces 2 activités-là. Nous avons commencé le renforcement institutionnel et organisationnel au niveau de certaines EDAI, par exemple à Conseguela. À Kouri, le processus est en cours. On a des groupements à renforcer. À Diaramana aussi, voilà, qui est une nouvelle EDAI qui n'est pas encore en activité. Nous envisageons de les faire, ainsi que les autres EDAI qui sont en cours de réalisation. Mettre en place des outils d'évaluation des impacts. Alors ça, on va... Ouais, excuse-moi Mohamed, je te coupe. Ça, on laisse à Julie le soin de présenter celle-ci, puisque ça correspond un peu à quelque chose de nouveau, pas en route, sauf si tu me dis que je me trompe. Est-ce que je me trompe? Non. Okay. Ça on l'a pas fait. D'accord, Par contre, le renforcement des capacités des équipes en coaching et approche genre, je signale quand même qu'on a été formé en amont avec les bureaux d'études. Voilà, ça, c'est une première formation qu'on a reçue qui nous a permis de faire la collecte. Voilà, ça c'est fait, même si
on aura besoin encore d'être renforcé pour avoir des lunettes beaucoup plus appropriées sur les questions genre. Voilà, merci. Merci Mohamed. Je te redonne la parole tout à l'heure. Hein. Est-ce que Anne, tu veux compléter un petit peu ou est-ce que je donne la parole à Julie? Anne, si tu souhaites compléter, je te laisse aussi te présenter. Sinon, je donne la parole à Julie. Je ne te vois pas. Vous avez quelques secondes pour vous prononcer. Oui, Anne, elle a levé la main en plus. Alors, Anne, vas-y. Ok, allô, vous m'entendez? C'est bon, Allô? on t'entend et précise ton poste aussi, s'il te plaît. Merci. Oui, d'accord. Donc, bonjour, donc je suis 2019 et vous m'entendez toujours parce que j'ai un petit problème. Oui, ok. Et je suis donc en charge de structurer, formaliser, animer le dispositif d'appui à l'entrepreneuriat. Donc, fournir un appui technique pour l'accompagnement des entrepreneurs par les équipes locales et les aider un petit peu à analyser l'évolution et le développement des activités. Je voulais effectivement préciser un petit peu par rapport au suivi renforcé à la carte, juste pour préciser un peu le contexte. Aujourd'hui, il existe un dispositif d'appui à l'entrepreneuriat qui s'articule autour de 4 piliers. Et effectivement, un pilier qui est tout ce qui est donc diagnostic initial, construction de plan d'affaires. Un deuxième pilier qui est un accompagnement entrepreneurial, qui est un socle commun de formation de base à l'entrepreneuriat, d'un suivi d'un coaching périodique individuel pour tous les entrepreneurs. Un troisième axe qui est plus dédié à tout ce qui est appui technique. Et là, justement, je voulais en parler parce que c'est un axe qui en fait se décline en fonction des besoins de chaque entrepreneur, puisque là, on va essayer donc de renforcer les entrepreneurs sur leur métier spécifique, sur des outils de gestion spécifiques également en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences, sur l'accompagnement à l'achat d'équipements, à la logistique. Donc, il y a vraiment un axe dédié à ça dans le dispositif, et puis un axe 4 d'inclusion financière et d'accès au crédit. Je voulais également, donc ça c'était juste pour le renforcement à la carte, préciser qu'on a quand même tenté, en fait, au travers du coaching individuel, d'offrir un espace à l'entrepreneur pour qu'il puisse émettre donc ses difficultés, ses besoins en formation et pouvoir du coup par là assurer un suivi individualisé, proposer des solutions individuelles à chaque entrepreneur en fonction de leurs besoins. Voilà. Et puis, je souhaitais également faire un petit point sur le renforcement des techniques de coaching. Effectivement, on a organisé donc en interne quelques ateliers qui ont réuni toute l'équipe qui travaille donc sur cet appui à l'entrepreneuriat. Et durant ces ateliers, des exercices pratiques ont été mis en place pour renforcer donc la compréhension de l'approche coaching et de la méthodologie de questionnement, de reformulation par les conseillers, parce qu'effectivement, la posture de coach ne s'improvise pas, n'est pas évidente et naturelle. Donc, on a fait ces exercices-là. Ça mérite d'être renforcé parce que donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que le rôle du coach puisse être celui de pouvoir offrir un espace pour que l'entrepreneur puisse se centrer en lui, accéder à ses propres réponses, à ses propres ressources. Voilà, donc et lui permettre d'accéder à une vision d'ensemble de ses activités, de prendre du recul. Voilà, donc on a quand même déjà initié ces techniques-là et nous allons continuer par un autre atelier qui sera aussi centré là-dessus en novembre de cette année.
Voilà, pour mettre un petit point. Le teaser. Merci beaucoup, Anne. Julie Robin, je te laisse continuer voilà, et réagir et nous apporter ton éclairage. Merci. Merci Marina, bonjour à tous. Alors, rapidement, je me présente du coup, Julie Robin Diakité, je le dis parce que c'est important pour certains. Du coup, moi, j'étais la consultante, je suis basée à Bamako au Mali, et donc j'étais la consultante qui accompagnait la partie Mali de l'étude. Donc, je ne vais pas reprendre ce que disait Anne, mais effectivement, simplement sur le coaching, il y a déjà un énorme dispositif et un gros travail qui est fait par le GRS, donc au niveau de leur dispositif d'accompagnement. Mais là, on voulait mettre l'accent sur l'aspect plus ce qu'on appelle coaching basé sur l'agency, c'est-à-dire plus sur le renforcement de la confiance en soi des femmes, du leadership, puisqu'on est vraiment plus dans juste une approche genre qui va être ciblée sur une approche justement plus femmes et développement qui va être ciblée sur l'augmentation des revenus, l'accès aux moyens, etc. Mais pour être vraiment dans l'approche genre et justement dans le renforcement de la vision des femmes au niveau de leur entreprise, de leur parcours à elles personnel également. Et ensuite, pour enchaîner donc plus sur les nouvelles actions, alors effectivement, le dispositif donc, qui est mis en place par le GRS depuis un moment maintenant, il a été enrichi, comme le disait Anne, et il continue d'être enrichi au fur et à mesure. Et donc, c'est important qu'on ait le retour, un regard en fait sur les résultats et les impacts des outils qui sont utilisés dans le cadre du dispositif d'accompagnement sur l'autonomisation des femmes. Et donc sur le développement de leur entreprise et sur leur développement personnel et sur l'impact que ça a sur leur place aussi dans la communauté, dans la famille, etc., sur leur place, sur le changement au niveau du pouvoir, de leur participation aux décisions, etc. Et ensuite, on avait une action qui était en lien avec le fait que le GRS a aussi toute une réflexion et tout un travail qui est mené autour d'un espace numérique au sein des ZAE. Et du coup, c'est identifié comme une opportunité qui est tout à fait intéressante et pertinente pour renforcer l'accompagnement des femmes entrepreneurs, puisque on le sait et on l'a redocumenté dans le cadre de l'étude, une des contraintes importantes des femmes, c'est justement la mobilité ou la disponibilité, puisqu'elles sont prises dans beaucoup de tâches et d'obligations. Et du coup, c'est compliqué parfois de les avoir à un temps précis, pour une durée précise, etc. Et l'opportunité du numérique, c'est de proposer des formats plus flexibles que les femmes auxquels les femmes peuvent accéder à des moments à n'importe quel moment, pour n'importe quelle durée, etc. Donc, c'était explorer davantage l'outil numérique dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mohamed également pour la présentation. Alors, je continue pour cette présentation à plusieurs voix, comme vous l'entendez. Toujours au Mali, on reste au Mali sur un deuxième axe centré sur la collaboration et le renforcement des capacités entre pairs. Donc, nous avons commencé, vous pouvez le voir avec les activités en vert et jaune qui vont être présentées discutées par Mohamed, et puis Julie complétera en reprenant les activités en jaune et en complétant les activités en violet. Nous écoutons à nouveau Mohamed. Merci. Merci à Julie pour la présentation. On a eu à travailler beaucoup ensemble. Par rapport aux réunions de sensibilisation et d'information avec les femmes leaders, c'est en cours, même si ça mérite d'être renforcé parce que ici, le défi, c'est de faire en sorte aussi que les femmes les plus âgées et les jeunes femmes puissent continuer à échanger dans le cadre d'un partage d'expérience. Parce que dans le cadre de l'étude, on a constaté quand même que il y a une insuffisance à ce niveau-là. Donc, ça mérite d'être renforcé. Le mentoring, parrainage par les femmes les plus expérimentées
Ça, c'est en cours, surtout avec les groupements, parce qu'on est un peu dans la dynamique des visites d'échange et des partages d'expériences entre les groupements qui interviennent dans les mêmes domaines d'activité. C'est en cours, ça va continuer également. Voilà, il y a des efforts dans ce sens-là, même si, je l'ai dit, il faut continuer à le renforcer en tenant compte des spécificités de chaque groupement, des spécificités de chaque domaine d'activité. Merci. Merci Mohamed. Julie? Merci Mohamed. Alors du coup, oui, pour compléter sur le mentoring, c'est vrai que l'étude a documenté plusieurs opportunités. Donc comme on le disait, toute la dynamique des groupements, la dynamique du réseautage un peu informel entre les... Et zut, nous avons perdu Julie qui nous appelle du Mali. Donc elle a peut-être eu un petit problème de connexion. Nous n'avons pas des problèmes de connexion à Marseille de temps en temps. Je précise juste quelque chose, c'est que en fait, parmi les recommandations qui sont discutées là, on reparlera un peu plus précisément de certaines pour les recommandations transverses pour le GRES, puisqu'elles peuvent concerner du coup l'ensemble de nos activités ou plus précisément le programme de développement économique. Donc on pourra en savoir un petit peu plus. Ce sera Marion qui nous parlera de ça. Donc Julie est revenue. Tu peux continuer. Elle est là? Désolée, pas de problème. Désolée, j'ai une petite coupure. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, ça y est. Ok, pardon. Du coup, je disais, l'opportunité de informel entre les femmes. Ouais, on t'entend pas du tout de la même manière que tout à l'heure. Est-ce que... Ah, ça a l'air d'être mieux. Vas-y. Ok. Donc, je disais, désolée, l'opportunité du partage, des échanges, des réseaux informels entre les femmes entre elles. Et puis, on a aussi documenté plusieurs parcours de femmes où les femmes ont vraiment joué un rôle important justement dans l'initiation et l'accompagnement d'autres femmes à l'entrepreneuriat en recherchant des formations pour les autres femmes, en les motivant pour se former en groupement, pour accéder à des projets, à des financements, etc. Donc, toute cette dynamique-là, elle mérite d'être exploitée et peut-être approfondie par la mise en place de parrainage, de mentoring entre des femmes qui ont plus d'expérience dans l'entrepreneuriat et des femmes qui peuvent débuter et être confrontées à certaines barrières qui ont déjà été levées par d'autres femmes. Voilà. Ensuite, au niveau des nouvelles activités, il y avait donc animer des causeries sur la thématique de l'entrepreneuriat. Là, l'idée, c'est d'agir un peu plus largement sur l'environnement des femmes entrepreneurs et donc un peu de mettre un peu à l'ordre du jour l'entrepreneuriat féminin et échanger justement sur ces barrières, sur les contraintes qu'elles rencontrent et les solutions, les stratégies qu'elles arrivent à mettre en place pour les lever. Et puis aussi peut-être gagner à leur cause des personnes qui peut-être par ignorance ou par préjugés ne seraient pas forcément favorables au démarrage à l'entrepreneuriat des femmes ou des femmes de leur entourage. Et puis sur l'appui au cadre d'échange entre les entrepreneurs, donc dans la même logique, l'idée c'est qu'on a déjà des dynamiques un peu informelles d'échange entre les entrepreneurs, mais qui sont un peu parsemées, on va dire, et qui n'incluent pas toutes les femmes. Et donc, c'est intéressant et important de pouvoir appuyer cette dynamique de façon à ce qu'elle soit plus inclusive et un peu peut-être plus structurée ou qu'elle soit davantage animée. Ensuite, par les femmes elles-mêmes, bien sûr, mais peut-être apporter un appui pour initier un peu des cadres d'échange un peu plus solides. Voilà. Merci Julie. On va passer à la slide suivante. Je voulais juste souligner qu'effectivement, il y a des portraits de femmes parmi les livrables qui ont été réalisés donc avec les équipes. J'ai bientôt suivi et donc ce sont de très beaux portraits de femmes qui permettent de bien réaliser aussi à travers de ces témoignages
quelles sont les difficultés auxquelles font face ces femmes. Donc, autre action, grosse action, donc ça sera la dernière pour le Mali, le développement du leadership et de l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Mohamed, est-ce que tu souhaites initier cette présentation? Qu'est-ce qu'on fait au GRS aujourd'hui dans ce sens-là? Ici, au niveau du développement du leadership et de l'autonomisation des femmes entrepreneurs, faciliter, renforcer la participation à la décision au sein des instances de gouvernance par des critères contraignants, la motivation des potentiels candidats, visibilisant la prise de parole de chacune animation. Bon, ici, déjà, au niveau de la sélection, on a quand même des dispositifs qui permettent un peu à avoir un regard sur la candidature, les candidatures féminines. Je pense que c'est un élément important parce que déjà, le dispositif qui est en place permet d'avoir un peu de la vigilance au niveau de la sélection des femmes pour un peu leur permettre de s'installer à la ZEDA. Et même si il y a encore des choses à améliorer, je pense que il y avait des réflexions sur comment faire en sorte que les femmes qui doivent être à la ZEDA puissent bénéficier des avantages, en tout cas différenciés par rapport aux candidatures des hommes. Je pense que même si aujourd'hui on n'a pas une idée claire de comment il faut faire, c'est quand même une piste aussi à explorer, à voir pour faire en sorte que les candidatures féminines puissent être beaucoup plus renforcées et beaucoup plus encouragées pour leur installation au niveau des EDAI. Comme vous l'avez dit à l'entame de la rencontre, je ne sais pas si c'est vous, si c'est Marion. L'autonomisation des femmes, ça passe essentiellement par l'entrepreneuriat. Il n'y a aucun doute, même si on est dans un milieu assez conservateur. Mais l'expérience nous a quand même montré que les femmes qui sont économiquement épanouies sont un peu aussi beaucoup plus impliquées dans les prises de décision. Merci Mohamed pour ces précisions. Julie, oui, avec un invité surprise. Alors du coup, effectivement, au niveau des ZAE, au niveau du GRS, il y a donc des organes de gouvernance des ZAE, donc des associations coopératives, et qui ont déjà quand même mis en place des choses pour la participation des femmes, notamment dans une des localités où les femmes sont quand même particulièrement actives et où il y a vraiment des personnes qui sont en soutien de l'entrepreneuriat féminin et notamment des hommes qui jouent un rôle important au sein de ces organes de gouvernance pour renforcer la participation des femmes. Donc là, les suggestions, c'était des actions qui peuvent permettre de renforcer encore cette dynamique. Donc, soit par la mise en place de critères contraignants, c'est-à-dire en termes de participation de femmes aux instances de gouvernance de ces organes de gestion. La motivation des candidates, c'est-à-dire qu'elles puissent s'imaginer et voir l'intérêt et avoir vraiment envie de participer à ces instances de gouvernance. Et mettre en place des comptes rendus qui visibilisent la prise de parole de chacune, puisqu'on puisse vraiment documenter le fait que les femmes qui sont dans ces instances prennent la parole, font des propositions, participent à la décision, etc. Et l'animation attentive, c'est-à-dire mettre en place
des choses pour que l'animateur veille à ce que les femmes ne soient pas là juste pour faire de la figuration, mais qu'elles puissent vraiment prendre la parole et exprimer ce qu'elles souhaitent. Et puis, les modules de formation, c'est en complément de ce qu'on disait précédemment, donc sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs, où on disait qu'il y avait cette dimension coaching basée sur l'agency à renforcer. Donc, en complément, évidemment, le développement de modules de formation davantage axés sur la confiance en soi, la relation aux autres, la prise de parole, la prise de décision, l'argumentation, la gestion d'équipe, etc. Voilà. Merci Julie. On va continuer pour pouvoir parler des autres pays. Je vois que l'heure tourne. Passons donc au Myanmar, plan d'action au Myanmar. Donc, au niveau du recrutement, il a été identifié des approches intéressantes qui seront donc explicitées par Romain. Oui, merci Marina. Vous m'entendez? Ok, super. Oui, alors un premier point qui a été proposé par Auréade et par Neil Arwin sur le terrain a été de dire pour le recrutement donc de femmes, de villageoises qui vont devenir des entrepreneurs de distribution localement, on avait dans un premier temps, nous, essayé de trouver en fait un processus un peu standardisé. On était en train d'étendre le réseau et on essayait de trouver une manière qui fonctionne dans chaque nouveau village. On essayait aussi de trouver une sorte de profil parfait de la personne dans le village qui pourrait assumer cette activité. Et l'expérience en fait, des premiers recrutements, on a déjà un réseau de pratiquement une vingtaine de femmes aujourd'hui, ça a montré. Alors, je vais rien vous apprendre, hein, bien sûr, vous allez dire qu'on enfonce des portes ouvertes, mais ça nous a appris qu'un village, même un village rural dans une zone géographique assez homogène, un village n'est pas l'autre. Et un individu n'est pas l'autre. Et on s'apercevait que dans certains villages, le fait de passer par les leaders de village pour identifier des femmes qui pourraient être intéressées, qui pourraient être des profils adaptés, ça marchait parfois, ça ne marchait pas dans d'autres cas. On se rendait compte que parfois, quand on faisait une présentation villageoise un peu plus grand public pour présenter cette opportunité, comme une appel à manifestation d'intérêt, comme au Mali, les équipes le font dans les communes des ZAE, eh bien, on pouvait des fois avoir plus de monde, mais on passait aussi à côté, on ratait aussi certains profils. Donc finalement, la conclusion que nous proposait Nilar et que l'équipe a tout de suite en fait accepté, c'est de se dire il vaut mieux être sur une approche souple, une approche flexible qui va, selon les endroits, soit utiliser une manière de faire, soit une autre, et peut-être des fois les doubler, ces manières-là, de façon à être le plus inclusif possible au niveau de ces nouveaux territoires d'intervention. Alors, ça passe des fois par simplement, en fonction des activités qu'il y a dans le village, on a certains villages où il y a des activités artisanales un peu plus développées, eh bien, c'est d'aller visiter en fait les endroits où les femmes se regroupent, là où on peut venir leur parler directement. Les leaders ne les auront peut-être pas cités, elles ne seront peut-être pas venues sur une réunion publique parce qu'à ce moment-là, elles avaient d'autres activités professionnelles ou personnelles à faire. Et ça nous permet d'ouvrir un peu plus large le champ des opportunités pour le recrutement et des opportunités pour certaines femmes de candidater à ce type de recrutement. Donc ça, c'était une méthode qui nous paraît très intéressante et qui est maintenant, sur la prochaine phase de projet, mis en œuvre sur les nouveaux cantons d'intervention du projet. Peut-être, alors donc une deuxième, si tu veux bien Marina, oui. Une barrière pour les femmes là, au Myanmar pour développer leur activité, clairement, c'était le manque de connaissances, d'opportunités de découvrir comment on développe son business.
quelles sont les stratégies de prospection qu'on peut avoir, comment argumenter, comment aller dans le village d'à côté pour développer son courant d'affaires. Et bien sûr, le projet a tenté à réaliser des formations pour expliquer comment ça pouvait se faire. Mais on se rend vite compte, et ça, je pense que Nilar l'a aussi vraiment mis en évidence encore plus fortement que notre prise de conscience, que quand on organise en fait des échanges entre pairs, quand on met les femmes en présence d'autres personnalités qui les inspirent, et bien là, tout de suite, en fait, la formation, les conseils pratiques, ils passent avec une force décuplée. Je me souviens d'une réunion où on avait une dizaine de femmes qui se retrouvaient. Pendant la première partie, on leur faisait des formations sur ce que ça voulait dire que de faire de la prospection, quelles étaient les techniques possibles, etc. Et puis, dans une deuxième partie, l'échange a tourné à le retour d'expérience de certaines femmes. Et on se retrouve avec des femmes qui ont des capacités peut-être au départ un peu plus développées. On avait une revendeuse, je me rappelle, Kinso Choué, dans un village, qui avait vendu 300 foyers de cuisson en 15 jours. Et elle a commencé à expliquer en détail, avec vraiment les petits détails pratiques, les petites astuces qui font la différence, comment elle avait procédé. Et là, tout de suite, on a vu que l'échange s'anime, que la compréhension de ce qu'il faut faire est très forte de la part des autres femmes. Et donc, clairement, on a organisé chaque mois des réunions. Et Nilar nous a proposé quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'était de dire, en plus de ces échanges entre femmes, qui sont productifs, sont intéressants, il y a aussi la possibilité de leur apporter des sources d'inspiration extérieures. Il y a des vendeurs mobiles qui ont l'habitude de faire ce genre de commerce, qui peuvent être des sources d'inspiration pour elles. Il y a aussi probablement du matériel numérique disponible, des vidéos et autres supports qui nous permettent de leur montrer qu'il y a des différentes options et qu'elles peuvent choisir les options éventuellement de développement de leur business qui leur correspondent aussi le mieux. Chacun n'est pas capable de faire exactement le même type de démonstration commerciale qu'une autre. Donc ça, on est en train de le développer. C'est quelque chose qu'on a repris. Et puis peut-être une troisième illustration de l'intérêt et donc de la plus-value de cette étude, c'est sur une activité de réparation, de maintenance sur les produits. Nilar nous a dit ce serait fantastique que les femmes puissent jouer un rôle pour réparer, entretenir les équipements qu'elles vendent. Et je dois avouer que notre réaction première, la mienne, celle de mon collègue aussi, Alexis, qui est en charge de l'accès à l'énergie au GRS, ça a été de dire attention, quelle est la faisabilité technique? C'est super de réparer, mais on avait des kits solaires un peu plug and play. On ne voyait pas tout de suite. Quand l'idée est arrivée, on s'est dit ça va être compliqué. On n'avait pas fermé la porte, mais ça va être compliqué. Et l'équipe locale, elle disait non, mais c'est super intéressant. On a vu des vendeurs mobiles, des réparateurs mobiles, ils viennent, ils font des petites réparations, ce n'est pas grand-chose, c'est accessible, c'est faisable. Et on a commencé par exemple avec des bouilloires. On commercialise des bouilloires électriques qui ont une efficacité énergétique supérieure à ce qu'on trouve sur le marché local. Et on voit que sur la bouilloire, il y avait 2-3 petites actions simples à faire et qui réparaient ou permettaient de mieux entretenir l'équipement. Et là, d'un coup, on s'aperçoit que ça peut contribuer à apporter 2 avantages qui sont très forts. Le premier, c'est que quand je répare, j'ai une nouvelle activité professionnelle, j'ajoute à la vente une activité de réparation et que ça apporte un revenu supplémentaire. Et la deuxième, qui a peut-être encore plus de puissance, je pense, c'est celle de dire, mais regardez, je suis quelqu'un qui est capable de vous prescrire des produits de qualité, et vous le voyez à l'usage, et en plus, je suis capable de vous aider à les utiliser, voire de les réparer. Et ça confère aux femmes une position et une confiance
qui est probablement très supérieure à ce qu'elle était précédemment et donc contribue clairement à améliorer leur position, notamment sur des activités techniques qui sont plutôt généralement considérées comme étant masculines, la réparation de ce genre d'équipement. Donc ça, c'est un élément qu'on est en train de développer. Pas partout, à toute échelle. Il y a des produits qui ne seront peut-être pas éligibles à des possibilités de réparation. Et dans ce cas-là, le réseau offre une capacité de SAV, de renvoi aux fournisseurs si nécessaire. Mais tout ce qui pourra être mis en place pour que les femmes le fassent sur le terrain, maintenant, va être testé sur les prochaines semaines. Voilà 3 exemples. Bon, on aurait pu en choisir d'autres, le temps passe. Mais c'était des exemples très, très concrets. Merci beaucoup, Romain. Je continue, passons au Maroc. Au Maroc, donc, nous allons dans un premier temps donner la parole à Virginie qui va se présenter. À toi, Virginie. Ouais, ton micro, Virginie. Voilà, merci. Excusez-moi. Merci Marina, bonjour à toutes et à tous. Virginie Klein, chef du projet Faraneco au Maroc. Donc pour illustrer un petit peu mes propos, j'ai choisi de vous partager une photo d'une femme qui travaille dans une coopérative de boulangerie dans la région de Rabat au Maroc et qui utilise un four Faraneco à haute performance énergétique. Alors, l'étude, en effet, a mis en exergue qu'un des premiers freins à l'accès à l'entrepreneuriat des femmes, donc là maintenant, c'est plus nouveau puisque, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est bien l'accès au financement. Donc, en effet, toutes les femmes de l'échantillon interviewé n'avaient eu aucun accès à des crédits, par exemple, ne disposaient pas des informations nécessaires et des connaissances sur les différents dispositifs. Et souvent, d'ailleurs, par manque de financement, elles commençaient à travailler chez elles à domicile, à fabriquer du pain à la maison, pour ensuite, éventuellement, plus tard, ouvrir un petit local quand elles ont déjà constitué une clientèle et un petit pécule. Donc, partant de ce constat, en fait, le GRS a choisi d'activer comme levier principal d'accès au financement un dispositif d'appui avec des microcrédits dans le cadre d'un partenariat qui ont été mis en place avec 3 associations de microcrédits qui ont des agences à l'échelle nationale. Et ces associations donc, sont Al-Karama, INMA et Atadamoun. Ces crédits on peut dire qu'ils sont inclusifs parce qu'ils permettent justement à des populations vulnérables qui n'ont pas accès au circuit bancaire traditionnel de pouvoir avoir accès à un financement avec donc des critères et des conditions qui sont moins contraignants. Et surtout, dans le cadre du programme EcoDev, Romain a eu l'occasion d'en parler un petit peu, on a mis en place un soutien qui permet en fait de bonifier le taux d'intérêt et de leur proposer des conditions meilleures que les taux qui sont actuellement pratiqués sur le marché. Donc pour nous, on pense vraiment que ça va permettre dans le cadre du projet de pouvoir atteindre davantage de femmes qui sont souvent limitées dans l'acquisition d'équipements et dans leur développement d'activités à cause de ce facteur-là du manque de financement. Et d'ailleurs, pour le moment, même si les offres ont été il y a eu peu de crédits qui ont été octroyés, mais pour l'instant, ça a été octroyé à des femmes principalement. Et je voulais juste encore un peu en profiter pour saluer mes collègues Dina et Soukaina qui ont participé à l'étude et pour souligner que la spécificité un petit peu là du projet Faraneco au Maroc, c'est aussi que c'est une équipe 100% féminine et donc qui est bien engagée, on va dire, sur cette thématique du genre. Je vous remercie et je passe la parole à la consultante. Fatima Zaïd. Fatima, nous vous écoutons pour la suite. Bonjour.
Bonjour Fatima, on vous entend et on vous voit. D'accord, c'est une bonne chose, merci. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier Marion, Virginie, qui a contribué, bien sûr, Dina et Sophina à la réalisation de ce travail, ainsi que les deux animatrices de l'équipe de l'AMA. Donc, comme action à ce plan que nous proposons, c'est d'adapter les accompagnements, bien sûr, aux spécificités et contraintes des femmes. Marion, il les a cités tout à l'heure, donc dans la mobilité, l'équilibre, entre autres, entre la famille et le travail, la disponibilité, toutes ces contraintes-là ont besoin d'être prises en charge pour mieux asseoir des programmes mieux adaptés à accompagner ces femmes-là, bien sûr, pour l'épanouissement, leur propre épanouissement en tant que femmes déjà, donc en raisonnant empowerment individuel et en termes de femmes entrepreneurs, bien sûr, qui ont des charges, qui ont des responsabilités, qui ont aussi un empowerment entrepreneurial à développer. Donc, ce qui est fait, c'est l'accompagnement, pardon. C'est l'accompagnement, bien sûr. Ce qui a été proposé, c'est l'accompagnement adapté aux contraintes spécifiques identifiées lors de l'étude. Donc, j'ai cité la disponibilité, les horaires de rencontre adaptés aux contraintes familiales et professionnelles, parce que, sincèrement, lors de la réalisation de l'enquête, nous avons identifié pas mal de problèmes à ce sens, parce qu'il y avait des femmes avec lesquelles on a pris rendez-vous, mais finalement, on n'arrive pas à mettre le doigt sur, parce qu'ils ont du mal, bien sûr, à s'adapter aux horaires. Ils sont très prises par les petits projets de boulangerie, etc. À côté, bien sûr, comme l'a cité déjà Marion et Virginie, des contraintes financières. Là, ça devient vraiment un grand problème pour les femmes que nous avons enquêtées, que ce soit celles de Rabat ou de Casa, et ça devient un problème, vraiment une contrainte spécifique femmes, parce que il y a lieu de se poser la question pourquoi nous avons choisi à côté de ça un échantillon d'hommes, justement pour pouvoir comparer est-ce qu'ils vivent les mêmes contraintes, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes, etc. Et nous avons décelé que les femmes vivent beaucoup plus ces contraintes financières que les hommes, en se basant essentiellement pour monter leur projet sur les prêts, sur les aides familiales, etc. Sur la tournée en argent, donc qu'on appelle ici au Maroc d'art. D'accord. Donc, tout ça, comment le faire? Donc, ce que nous proposons, c'est de former techniquement et spécifiquement les femmes qui vont faire partie du réseau des distributrices sur les fours Franeco. Parce qu'il y a lieu aussi de souligner à cette phase-là qu'il y a des recommandations concernant les femmes qui travaillent sur la boulangerie et des recommandations concernant les femmes qui devront se transformer en distributrices, en vendeuses des fours Franeco. Merci. Donc, non, Marina. Oui, Fatima, est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur cette autre proposition, la dernière? D'accord. Donc, la dernière, donc, parmi les propositions que nous avons émises à l'issue de cette étude-là, c'est de développer un mentoring par des femmes plus expérimentées. Le projet, d'ailleurs, a fait l'expérience à travers 3 femmes qu'il a identifiées. Donc, c'est pourquoi nous avons proposé de développer un programme dans ce sens-là, pour bien sûr déjà développer ce programme nécessite de définir des critères de sélection bien élaborés, donc permettant à ces femmes bien sûr d'être plus impliquées, d'être plus productrices dans ce programme-là. Le deuxième point, c'est de définir un programme. Donc, si on arrive à définir les critères déjà de sélection des candidats adaptés pour, bien sûr, le réseau et pour le mentoring, c'est de définir un programme bien ficelé, bien sûr, de permettre à travers ce programme à ces femmes
de bien assimiler, de s'approprier le but du programme, soit par les mentors, soit par les femmes apprenties, et de fixer, par exemple, de bien fixer les fréquences et des rencontres pour chaque programme, et de fixer aussi les moyens de communication à utiliser pour chaque rencontre. D'accord, donc ces formes d'accompagnement que nous avons élaborées doivent être mieux adaptées, comme on l'a dit, à travers la formation en technique d'entreprise, à travers la formation sur les techniques, bien sûr, de Faranico en tant que vendeuse. Et là, on tient quand même à souligner un point très important sur la formation en technique de maintenance et réparation pour permettre un meilleur suivi client. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là que nous souhaitons que ce programme de mentoring soit développé, et nous proposons ces quelques actions pour bien rendre ce programme plus durable et plus producteur, bien sûr, en termes d'amélioration des compétences et des performances de ces femmes-là et des apprentis. Donc, que ce soit les femmes que nous allons identifier. Donc, nous avons déjà 3 femmes que nous avons identifiées qui travaillent déjà dans l'ancien programme, et peut-être d'autres femmes à identifier, d'accord? Et puis, avec les femmes qui vont se convertir, bien sûr, à l'entrepreneuriat autour de la vente du Faranico. Merci. Merci beaucoup, Fatima. On a juste quelques minutes de retard, donc on n'est pas trop mal. Et je vais redonner la parole à Marion pour les recommandations plutôt transverses pour la démarche inclusive du GRS. Merci, Marion. Oui, merci. Merci à toute l'équipe GRS et puis à Fatima et à Julie pour les présentations là, qui ont permis d'illustrer avec des cas concrets. Donc, sur ces recommandations plus transverses, générales, en fait, qu'on a pu ressortir des résultats, enfin, des choses qui sont assez communes sur les approches dans les 3 pays. Donc, d'abord, la première conclusion en fait, qu'on peut avoir, c'est que l'approche qui a été choisie par le GRS sous l'impulsion de Marina, justement, d'avoir cette définition de la stratégie, la construction de la stratégie genre des GRS, qu'elle soit faite de manière collective et passe bien par une prise de conscience et des propositions qui viennent du terrain pour pouvoir co-construire ensemble. Et la pertinence de cette approche, elle est vraiment confirmée par l'étude dans le cadre justement de la méthode utilisée, et qui a mis en évidence que par l'accompagnement en fait et lors de la recherche d'informations par les équipes de terrain elles-mêmes, et qui du coup permettent d'avoir une prise de conscience et ça leur permet pour eux de visibiliser plus clairement les barrières spécifiques aux femmes en allant chercher cette information, en allant questionner, et du coup les barrières qui ne sont pas nécessairement visibles, comme parlait tout à l'heure Mohamed, pas nécessairement les lunettes adaptées, en fait, en allant chercher, en partant vraiment des équipes de terrain qui vont elles-mêmes construire ces baselines, ils peuvent mieux se positionner pour pouvoir donc avoir cette connaissance réelle des barrières avec les analyses de terrain de démarrage. Donc, cette approche participative de la planification est vraiment quelque chose qu'on suggère, enfin qu'on encourage à continuer par le GRS, même s'il avait déjà amorcé cette approche avec une étude préalable au Cambodge et qui a été menée là. Donc, cette approche est confirmée, et puis on suggère aussi de poursuivre les formations des équipes, à la fois sur l'approche genre, sur qu'est-ce que c'est les inégalités entre les hommes et les femmes, sur quoi elles sont construites, et puis des formations comme l'a mentionné Anne, sur ce qui est déjà fait au Mali, c'est-à-dire une formation plus poussée sur le coaching, sur un accompagnement individualisé et qui prend en compte
la personne en tant que telle et ses propres barrières, de ce cas-là, sans avoir quelque chose de bien personnalisé dans la recherche de solutions et d'accompagnement. Donc ça, on suggère que ce soit vraiment développé dans les autres, en se basant probablement sur l'expérience du Mali, pour continuer à former ces agents de terrain sur cette approche qui prend en compte les barrières spécifiques. Ensuite, sur les conclusions transverses, donc sur la particularité du programme de développement économique développé par le GRS, on a donc deux objectifs qui sont, l'objectif initial étant de mettre en place des solutions économiquement viables pour assurer la durabilité des actions mises en place. Et on comprend tout à fait ce principe de départ, cette durabilité économique est tout à fait encouragée, mais en même temps, donc le souhait de participer à l'autonomisation des femmes par le développement d'activités économiques se trouve parfois en fait c'est pas en opposition, mais on voit que si le fait de vouloir choisir des solutions économiquement viables pour l'objectif final, assurer la diffusion large des équipements économes en énergie, on risque de favoriser en fait des acteurs économiques qui sont déjà en position de leader, puisqu'on veut s'assurer que ce soit viable. Et donc, on va peut-être prendre ceux qui ont déjà une position plus forte, une entreprise déjà plus assurées, qui peuvent assurer donc, la durabilité dans le temps de leur entreprise. Donc, du coup, on peut, de ce fait, écarter les femmes qui, du fait des contextes sociaux, comme on a vu, sont dans des positions plus faibles en termes de développement économique ou d'entreprise durable. Donc, c'est pas nouveau pour le GRS, de toute façon, cette problématique qui est comment on équilibre entre durabilité économique et inclusion des personnes plus vulnérables économiquement et donc des femmes. Donc, une des actions que l'on propose pour continuer à travailler sur cette problématique, c'est donc de poursuivre le travail de documentation des situations de référence. C'est quelque chose sur lequel le GRS travaille déjà beaucoup, a vraiment beaucoup d'outils et fait déjà des études assez approfondies avant le démarrage d'un projet. Mais donc, de poursuivre cette documentation des situations de référence pour à la fois, d'une part, se fixer des objectifs d'appui aux femmes qui correspondent à la situation de référence qu'on aura pu mettre en évidence. Par exemple, au Maroc, le GRS a démontré que dans la petite boulangerie, son public cible, 30% des boulangers étaient des femmes. Donc il paraît nécessaire que le GRS se mette comme objectif d'aider au minimum 30%, que ces bénéficiaires soient au moins 30% des femmes, pour qu'au moins on n'écarte pas les femmes, même si ces femmes boulangères auraient des plus petites entreprises et ne seraient pas peut-être celles qui vont pouvoir être aidées en premier lieu. Bon, il s'avère que le GRS, son nouveau projet, vise 50% de femmes dans sa cible. Donc voilà, il va même au-delà. Mais c'est des choses à toujours prendre en compte, c'est-à-dire on regarde bien comment est déjà la structure de la profession dont on cible pour ne pas écarter des femmes de fait d'une structure économique différente. Donc ça, on l'a vu au niveau des actions dans les plans d'action pays, donc mettre en place des critères de sélection qui prennent en compte les contraintes spécifiques des femmes et qui prennent en compte leurs contraintes logistiques liées au fait de leur occupation aux tâches domestiques, mais aussi dans les critères, par exemple au Myanmar, il y a une espèce d'entretien qui se passe et donc on peut avoir, il y a comme critère l'expression orale, effectivement, parce qu'elles sont censées être vendeuses, donc on peut comprendre que c'est un critère intéressant pour s'assurer que ça va être une bonne distributrice, mais à la fois, les femmes sont moins habituées à prendre la parole en public, donc il faut que ce critère soit adapté et en tout cas qu'on prenne en compte qu'il y a peut-être une aisance moindre à la prise de parole et donc pondérer ces
ces critères. Et effectivement, la dernière recommandation, c'est bien d'avoir une pondération entre ces différents critères lors du recrutement qui permettent de balancer entre l'expérience, la capacité économique qui pourrait être plus favorable aux hommes avec des critères liés à la motivation. Donc là, ça permet de revenir un peu sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, une des recommandations dans le processus, c'est donc de documenter la situation de référence pour bien comprendre les obstacles susceptibles d'entraver la participation des femmes. Quelle est vraiment la situation? Donc, au moment de la documentation de la situation de référence, avoir des questions spécifiques pour comprendre quels sont les obstacles spécifiques aux femmes, et donc de là, d'identifier des mesures positives qui seront nécessaires à mettre en place pour contourner ces inégalités qui s'appliquent aux femmes. Voilà, on illustre ça par ce petit schéma qui est pas nouveau, mais voilà, le premier schéma à gauche, on voit bien que on peut apporter un appui, mais un appui à chacun, mais si la situation de base est différente, la personne ne va pas atteindre ses objectifs, alors que si on compense pour que chacun puisse atteindre le même objectif. C'est bien l'idée de ces mesures positives qui permettent de donner le coup de pouce nécessaire et de contourner des obstacles. Et puis, ce qui est aussi recommandé, on a discuté avec Marina, ça vient aussi du retour des équipes, ça, c'est de continuer, d'avoir en parallèle à la mise en place de ces mesures positives, une analyse de risque donc régulière, avoir un feedback sur comment sont perçues ces mesures pour évidemment éviter que ce soit contre-productif et que cela se retourne vers les femmes dans le sens où elles sont aidées, donc c'est moins valable ce qu'elles font ou ce genre de retour. Notre aspect sur nos recommandations transverses, c'est donc d'identifier et de développer le réseau d'alliés. Donc ça, on a pu vraiment voir au travers de notre étude, ça c'est revenu pour les 3 pays, c'est-à-dire que le soutien moral de l'entourage est vraiment un élément clé de la réussite. Les femmes ont toutes témoigné de l'aspect positif que joue le soutien qu'elles peuvent avoir de leur famille, et notamment de leur mari, qui permet de les soutenir dans le développement de leur activité. Donc, il apparaît nécessaire, donc là, on va un peu au-delà, effectivement, du champ d'action propre au GRS, mais de déployer une image positive des femmes entrepreneurs au sein de la communauté qui favorisera de fait une prise de conscience de l'entourage direct des femmes et notamment du mari pour appuyer sa femme si cette image positive se généralise dans la communauté. Donc, des suggestions avaient été faites par les équipes locales, comme par exemple au Myanmar, les femmes souhaitaient améliorer leur visibilité avec un kit de communication qui permettrait de les identifier. Donc ça permet d'avoir des choses juste visuelles, mais qui donnent une image positive d'appartenir à un groupe professionnel. Mais aussi, ça peut être de les solliciter plus régulièrement en tant que personne ressource et donc de valoriser cette position lors de différentes communications ou sessions que peut organiser le GRS. Évidemment, renforcer l'accès des femmes aux postes de décision, donc ça, dans les instances que peut organiser le GRS, donc ça, on a déjà vu tout à l'heure avec différentes propositions qu'a fait Julie pour le Mali, mais qui peuvent être généralisées, et puis poursuivre le plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en compte des spécificités, des difficultés que rencontrent les femmes dans les pays. Donc, après, un des derniers points sur les recommandations, c'est donc d'évaluer, évidemment, c'est pas nouveau, mais voilà, il est nécessaire. Et puis ça intéresse en fait le GRS de comprendre en quoi on participe au changement social en mettant en place ces actions. Et donc,
ce qui est inconnu dans la littérature, et notamment Elisabeth Hoffman, c'est que face à un processus, donc on est bien, dans une approche genre, on participe au changement des normes sociales, et donc on est dans un processus évolutif, et donc il est nécessaire d'évaluer au fur et à mesure ce qu'on fait, parce qu'on on pilote à vue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir exactement les impacts qu'on va avoir et comment ça va réagir en fait de l'autre côté. Donc, il faut nécessairement se réajuster avec des mécanismes évaluatifs internes et puis des méthodes de planification plus souples pour pouvoir réajuster au fur et à mesure. Et dans les exemples d'indicateurs qu'on peut suggérer pour mesurer l'impact sur la situation des femmes et sur le changement social, donc, ça passe en fait via des enquêtes complémentaires qu'on fait à certains moments ou des questions qu'on peut poser à des étapes différentes qui peuvent être documentées par les agents de terrain du GRS sur l'autonomie économique des femmes, c'est-à-dire avoir des questions sur leurs revenus et sur leur possibilité de participer aux dépenses leurs dépenses propres, aux dépenses du foyer, la nature des décisions qu'elles peuvent prendre au sein du foyer, sur leur mobilité, est-ce qu'il y a des changements par rapport à leur déplacement, sur des indices de confiance des femmes, sur la prise de conscience de leur potentiel. Voilà, c'est via peut-être des discussions, des moments où on peut mesurer ça, sur leur changement de discours par rapport à elles-mêmes. Et puis l'évolution aussi de la communauté sur la perception de ces femmes. Et puis, ce qu'on peut suggérer aussi sur l'évaluation, c'est d'élargir les points de vue sur le projet, c'est-à-dire de créer, dans certains cas, des comités de suivi élargis qui pourraient donner une plus large place à d'autres femmes entrepreneurs et puis pour avoir aussi des avis externes sur l'évaluation des actions menées par le GRS. Et puis, alors, pour conclure, voilà, on voulait rappeler que donc le GRS s'est doté d'une charte des valeurs, qui est un outil politique et qui, pour nous, en fait, est en parfaite cohésion avec une approche genre, une approche inclusive à développer au GRS. Donc, on souligne les missions que s'est donné le GRS dans cette charte des valeurs. Donc, c'est bien appuyer le développement de solutions innovantes et de proximité, mais en mobilisant tous les acteurs et en incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables. Et donc, pour atteindre cette mission, dans les principes d'action, le GRS dit bien que le principe de renforcer d'éviter de renforcer les intérêts particuliers et les positions dominantes, et donc de pouvoir se traduire par la mise en place de mesures complémentaires à destination des cibles en situation de précarité. Donc, pour nous, cette mission et ces principes d'action qui sont écrits dans la Charte des valeurs du GRS, c'est bien une assise solide pour le déplacement de la stratégie genre au GRS et confirme la nécessité de mettre en place des actions spécifiques, des actions positives à certains moments pour pouvoir, quand on s'adresse à des publics femmes et hommes, pour pouvoir assurer que les femmes soient bien présentes et participent pleinement aux actions mises en œuvre par le GRS. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marion. Alors, j'ai la chance d'avoir le petit mot de la fin avant nos échanges. Il ne reste plus que quelques minutes, donc je vais être très, très brève. Je voulais signaler que c'était un bel exercice de co-construction qui s'est déroulé jusqu'au bout, jusqu'à cette restitution. J'espère que vous avez apprécié d'entendre les différents intervenants et intervenantes. Que je remercie pour leur investissement pendant toute cette étude. Personnellement, je trouve qu'on reste un peu toujours sur notre fin, sur la dimension du genre, c'est toujours mon cas. On voudrait aller plus loin. J'ai trouvé que c'était une très belle occasion d'interroger les personnes avec qui on travaille, d'avoir leur point de vue. Je remercie la F3E pour nous avoir donné cette possibilité de le faire. Ça demande du temps.
On n'a malheureusement pas toujours le temps de faire ça et on devrait de vérifier notre perception, la confronter à la leur, avoir une meilleure connaissance des ambitions, des enjeux auxquels font face les personnes avec qui on travaille. On aimerait toujours faire plus, c'est pour ça qu'il faut lever les fonds nécessaires. J'espère qu'on pourra le faire. En tout cas, ce que je retiens aussi, c'est que cette étude nous a conforté dans notre approche de co-construction d'une stratégie genre collective, donc vraiment du bottom-up. On y va ensemble, on se prépare nos lunettes ensemble, on les confectionne, on les adapte et puis on permettra d'aller plus loin en impliquant davantage de personnes. Donc, ces plans d'action consolidés, on va s'en servir pour ajuster nos prochains projets qu'on pourra formuler. On s'en inspirera aussi pour nos autres projets d'intervention, même si ce n'est pas forcément avec l'approche de développement économique. Moi, tous les exemples qui ont pu être montés, je m'en servirai auprès des collègues pour continuer à les sensibiliser et faire en sorte que la situation des femmes avance et les inégalités entre les hommes et les femmes sont réduites au travers de nos projets, de nos interventions. Je m'arrête là. À nouveau, merci à tout le monde. Je vais voir auprès de ma collègue Anna s'il y a des questions qui sont remontées et sinon je vais vérifier les mains levées pour les quelques minutes qu'il nous reste. Ok, une petite remarque dans le chat de Romain pour tout le monde. Effectivement, donc la mesure d'impact, c'est quelque chose sur lequel nous allons pouvoir avancer grâce à la période d'évaluation des codev, où nous allons notamment avancer sur cette mesure d'impact au niveau social. On est ravis. J'espère qu'on ne vous a pas perdu sans question. Bon, alors on était tellement clairs. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, j'invite participantes à s'exprimer s'ils veulent faire un petit mot de la fin. Je sais qu'on a notre présidente que je n'ai pas prévenue. Donc, en tout cas, Marie-Noël, tu sais que tu es la bienvenue pour t'exprimer, évidemment. Je ne sais pas si tu es encore là. Ah, bravo à toutes et tous pour ce travail et ces résultats. Merci Marie-Noël. Romain. Et oui, c'était pour te remercier, toi, Marina, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des conseils et des idées. Et là, on voit qu'on en a pas mal. Et on a aussi besoin d'avoir quelqu'un qui nous court derrière, qui nous pousse, qui nous amène à considérer systématiquement le sujet. Et ça, tu le fais très bien. Merci Romain. Ok, bon, merci. Une minute pour le mot de la fin, Marie-Noël, qui s'exprime par écrit. On veut bien t'entendre. Donc, Marie-Noël Rebout, la présidente du GRS. Voilà, on m'a donné la parole. Merci. Oui, je voulais dire, mais c'est trop long par écrit, effectivement, que je vous félicite pour la qualité de ce travail très, très complet, très transversal et qui fait bien le lien entre une approche globale, plus théorique et puis complètement ancrée dans nos actions terrain et dans la vie réelle des actions et des femmes. Et voilà, et j'en tire aussi beaucoup d'enseignements sur l'intérêt de travailler sur plusieurs pays et de faire se rencontrer
et merci à Zoom et au Covid pour ça. Ces différents pays, ces différentes approches où on voit que finalement, humain, il y a une très grande proximité de préoccupation. Donc, bonne continuation sur ce travail, parce que je vois qu'il y a encore, vous avez encore prévu plein de choses à faire. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Merci encore. Alors, merci à Marion, merci Fatima, Julie, merci à Nilar qui n'est pas là, merci Romain, merci Virginie, merci Mohamed. Je crois que j'ai fait le tour des panélistes. Paul, voilà. Merci Anna pour la technique. Merci pour vos éclairages. Je pense qu'on peut s'arrêter là avec la liste des merci. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures genre.